On attaque cette deuxième partie de la journée, cet après-midi, avec également 3 interventions, comme ce matin, qui était une matinée passionnante. Donc une première intervention cet après-midi de Céline Lefebvre, donc, qui est philosophe, et qui va donc nous faire une intervention sur l'éthique du tri pendant la pandémie Covid-19. Une intervention plutôt de prospective, de réflexion, d'ouverture à la discussion. Donc sur un registre différent de ce matin, où c'était plutôt les résultats d'enquête. Mais voilà, on a voulu aussi alterner les plaisirs et les registres. Merci beaucoup, Céline. Merci beaucoup à l'équipe organisatrice pour son invitation à ce colloque. Donc je vais vous parler du problème éthique du tri. Tout d'abord en donnant la définition, en introduction. Dans une première partie, en vous montrant sur quelle scène et en fonction de quel message le problème du tri est apparu à l'occasion de la pandémie. Dans une deuxième partie, je vous montrerai comment l'éthique du tri a été explicitée au plan médical et en faisant une comparaison entre des textes américains et des textes français. Et puis, dans la troisième et dernière partie, je vous montrerai ce qui reste à documenter et à faire connaître au sujet de la pratique du tri auprès de l'ensemble des acteurs de santé et de la société. Alors, le tri, bien sûr, naît de l'inadéquation entre les besoins en termes de santé et l'offre. Il consiste à prioriser des patients individuels, à les faire attendre ou non, à les inclure ou non pour leur accès à des soins ou à des recherches, en vue d'utiliser de la manière la plus pertinente, la plus efficace, mais aussi la plus juste possible, des ressources limitées. En temps ordinaire, on parle de priorisation pour désigner dans les sociétés bien dotées la régulation de l'accès d'individus à des soins coûteux ou contraints comme la réanimation, la dialyse, les transplantations, certains traitements médicamenteux. Et la priorité est alors donnée aux patients les plus grièvement atteints. Les critères médicaux sont présentés comme étant exclusifs, ou en tout cas toujours prédominants. En temps de crise, par exemple en temps de catastrophe ou de pandémie, où les ressources humaines et techniques se raréfient et où les choix s'effectuent dans une temporalité réduite, donc en contexte de saturation, on va utiliser le terme de triage ou de tri, dont l'origine est militaire et remonte au champ de bataille napoléonien. La priorité peut alors être donnée afin d'optimiser les ressources à ceux qui sont moins atteints, mais qui tireront le plus de bénéfices des traitements et qui auront la plus grande probabilité d'être sauvés. Le triage peut dès lors conduire à exclure certains patients de l'accès à certains traitements. Ce qui apparaît ici, c'est la tension dont je reparlerai plus tard entre l'utilitarisme et l'égalitarisme. La pandémie de Covid-19 a fait apparaître le problème du tri dans des discours divers, gouvernementaux, institutionnels, médiatiques, dans certains discours médicaux, sous la forme d'un repoussoir et d'une ligne rouge qui n'a pas été dépassée. En même temps, on sait que la pandémie a produit des pratiques de tri de facto, dont je reparlerai, qui n'ont pas pu faire l'objet d'explicitation et de délibération, bien qu'elles aient touché de multiples populations. Dès lors, et c'est ça effectivement l'élément prospectif que j'avais annoncé à Léo, dès lors la pandémie de Covid-19 devrait servir d'aiguillon, non seulement pour anticiper de prochaines crises sanitaires, et mettre au clair nos principes de triage dans des situations exceptionnelles, mais aussi et surtout, et j'ai envie de dire, elle devrait nous servir d'aiguillon pour regarder et interroger notre système de santé tout entier au prisme du triage. En effet, il incombe en temps ordinaire aux professionnels de santé d'effectuer quotidiennement des choix d'admission ou de réorientation, d'inclusion ou d'exclusion de patients, selon des facteurs et des critères qui ne relèvent pas de la seule biomédecine et donc qui ne conduisent pas toujours à la priorisation des plus graves. Le programme de recherche que je vous présente et qui a commencé en 2014 avec l'ouvrage La médecine du tri, que j'ai co-dirigé avec Guillaume Lachenal et Wim Kim Nguyen, ce programme
consiste à inscrire ces pratiques, ces décisions médicales d'inclusion ou d'exclusion, dans un continuum du tri, pour reprendre l'expression de Frédéric Leichter-Flack, continuum du tri qui va des politiques de santé jusqu'à des décisions médicales individuelles à différentes échelles, nationales, régionales, d'établissements, en différents lieux, par exemple dans différents services, et selon différents modes et outils. L'intérêt de cette recherche, son objectif, c'est de documenter les logiques et les critères qui déterminent ces pratiques et qui ont des sources très différentes. Les politiques publiques d'allocation de ressources, les logiques budgétaires et managériales des établissements, les logiques de profession, de discipline, de spécialité, l'organisation très concrète du travail de soins, les interactions sociales entre soignants et soignés. Donc l'enjeu d'enquêter sur ce continuum du tri, c'est montrer comment des formes de tri s'opèrent sans être formalisées sous forme de dilemme éthique, mais néanmoins, ces pratiques procèdent de valeurs et de choix qui sont bien éthiques. Et le problème, et ce pourquoi il faut les étudier, c'est que ces pratiques, elles ont tendance à faire peser le poids du tri sur les seuls professionnels de santé et aussi à défavoriser ceux qui se trouvent au carrefour, à l'entrecroisement de plusieurs vulnérabilités. Alors brièvement, donc, sur quelle scène le problème du tri est apparu ? D'abord, il y a eu un message gouvernemental et institutionnel qui a indiqué qu'il n'y avait pas eu de tri entre les patients et que le respect du principe de bienfaisance et du devoir de non-abandon que porte l'hôpital public avait été respecté. Les transferts ferroviaires organisés entre les régions françaises ont été mis en place précisément pour éviter le tri dans l'accès aux services de réanimation. Ce qui est évoqué dans ce discours, c'est le résultat ultime du triage, en fait, c'est seulement l'exclusion de patients, en particulier de patients pour l'admission en réanimation. Et ce qui n'est pas évoqué, ce sont des processus de triage, c'est-à-dire de réorientation, de déprogrammation, de report ou d'absence de report, qui, eux, ont effectivement eu lieu partout dans le système de soins. Donc, par exemple, les malades chroniques se sont fait l'écho, les personnes sous dialyse rénale et en attente de greffe se sont fait l'écho, les personnes souffrant de troubles mentaux aussi, etc. Et aussi les personnes qui étaient en attente de dépistage ou de chirurgie dite non urgente. Alors, cette communication se comprend à l'aune du malaise éthique provoqué par le terme de tri, qui ravive la mémoire des pratiques de sélection de la médecine nazie, et aussi qui fait résonner le paradoxe biopolitique contemporain, tel que Didier Fassin l'a décrit. D'un côté, nos institutions, notre système juridique promeut la protection de la vie et l'égale dignité des vies, et de l'autre se déploie l'inégalité effective des vies. Et là, il pense à certaines populations, personnes âgées, handicapées, détenues, migrantes. Deuxièmement, il y a eu un message médical de nombreux réanimateurs qui ont indiqué que, oui, des pratiques de tri avaient bien cours, mais qu'il s'agit d'une pratique professionnelle ordinaire, maîtrisée, effectuée selon des critères médicaux et habituels, en respectant le principe de non-malfaisance et le refus de l'obstination déraisonnable. Les réanimateurs se sont seulement abstenus de faire subir à des patients âgés et atteints de comorbidité des traitements lourds, inutiles, voire délétères, et conformément à la loi, ils leur ont évité l'obstination déraisonnable et ont permis leur orientation vers les soins palliatifs. Mais enfin, il y a eu un troisième message, alors peut-être un peu plus tard, non plus en 2020, mais en 2021, dans le contexte de la crise hospitalière, des mêmes médecins réanimateurs ont fait du tri un argument, enfin un risque, un argument, donc une pratique exceptionnelle, et un argument pour demander des mesures pour l'hôpital, et en particulier pour recruter des personnels. Donc,
Un questionnaire, par exemple, a été distribué par le syndicat des médecins réanimateurs, auquel ont répondu 97 réanimateurs en février 2022. Et les résultats disaient que 40% des répondants déclaraient avoir été amenés à refuser des patients qui auraient dû être pris en charge en réanimation et ne l'ont pas été du tout. Donc ça, c'est paru dans Le Monde du 11 février 2022. Alors, des formes, comme je l'évoquais, que l'on pourrait qualifier de tri implicite ou sauvage, sont désormais connues et documentées. Un tri de facto a eu lieu implicite dans l'accès aux soins et à l'accompagnement de la fin de vie pour les personnes qui résidaient en EHPAD à une large échelle, et cela selon un critère populationnel général, celui de l'âge. Entre mars et avril 2020, entre autocensure des EHPAD et triage effectué par les SAMU, il a été impossible de faire admettre des personnes âgées atteintes de Covid-19, non seulement dans des services de réanimation, mais dans des services hospitaliers de médecine ou de soins palliatifs, ni de leur fournir une prise en charge médicale correcte. Il y a eu donc un autre tri implicite et de facto, celui de la priorisation des patients Covid sur les patients non Covid. Alors pour plein de raisons, mais pour l'une d'entre elles, la restriction d'accès aux soins et donc les déprogrammations, notamment des chirurgies pour les patients non Covid. J'ai cité le cas des greffes, mais ce n'est pas le seul. Pour les malades chroniques, ces reports ont eu un impact non seulement médical, pour certains d'entre eux, pas tous bien entendu, puisque ce sont des malades qui ont aussi des réseaux de soins, d'aide et aussi une forme d'autonomie et d'empowerment qui fait qu'ils ont eu aussi des ressources adaptatives, comme on l'a vu ce matin pour les soignants, qui fait que cela a pu pour eux être une période parfois au contraire plutôt heureuse, de calme et de répit. Mais pour certains d'entre eux, cela a pu en fait être une période de décompensation de certains symptômes ou de mauvaise prise en charge de maladies, par exemple, qu'ils n'avaient pas initialement, mais pour lesquelles, donc, qui sont apparues pendant la période du Covid, pour lesquelles ils n'osaient pas consulter ou ils n'avaient plus justement les ressources habituelles d'auto-prise en charge, en fait. Et donc, cela a pu dégrader leur maladie initiale. Alors, comment la question a-t-elle été explicitée au plan médical ? Alors, tout d'abord, je redis comment le tri est une combinaison, un agencement et une hiérarchisation de deux morales, et je vais aller rapidement là-dessus. La morale utilitariste, qui prescrit de maximiser le bien-être et de minimiser la souffrance du plus grand nombre, qui prescrit de sauver le plus grand nombre de patients, voire de maximiser le nombre d'années de vie sauvées. Donc dans cette optique, selon un principe d'utilité médicale, la priorité peut être donnée à ceux qui en ont le plus besoin et dont les traitements ont les bénéfices les plus probables en termes de survie, ou en termes de durée de vie, ou encore en termes de qualité de vie, et non à ceux qui sont en danger de mort ou qui ont le plus à perdre. Et selon un principe d'utilité sociale, la priorité peut être donnée à ceux qui ont des personnes à charge ou aux professionnels de santé. Ce qui prime ici, c'est le souci de la population et du collectif. La morale égalitariste, elle, est fondée sur le principe selon lequel toutes les vies se valent et selon lequel il convient de traiter tout le monde de la même manière. Donc le triage est finalisé par l'utilitarisme, mais il est travaillé par l'égalitarisme. L'enjeu est, dans les opérations de triage et dans l'explicitation et dans l'encadrement du triage, l'enjeu est de maintenir l'égalité des personnes dans l'accès aux soins et d'éviter les pertes de chance face à la maladie. Donc il ne peut pas être pensé sans rechercher l'équité. Alors, dans l'un des premiers textes, un article Princeps qui est sorti en avril 2020, écrit par Emmanuel et ses co-auteurs, donc des éthiciens américains qui sont spécialistes des questions d'allocation de ressources et de rationnement et de triage. Dans cet article, donc, paru dans The New England Journal of Medicine, ont été proposées des recommandations qui combinaient utilitarisme et égalitarisme
en donnant la préséance au premier, à l'utilitarisme. La première recommandation édictée, c'était la maximisation des bénéfices et du nombre d'années de vie sauvées, induisant la priorisation des plus jeunes. La deuxième recommandation, c'était le respect du critère d'utilité sociale et la priorisation des professionnels de santé dans l'accès aux ressources, masques, réanimation, soins intensifs, vaccins, etc. Il y avait néanmoins une combinaison avec l'égalitarisme dans la mesure où il était indiqué que pour 2 patients qui auraient un pronostic similaire, il faudrait préférer le hasard et le tirage au sort. Et enfin, qu'il fallait appliquer les mêmes critères d'allocation de ressources aux patients Covid-19 et aux patients non Covid-19. En France, je vais m'appuyer sur 2 textes où, puisqu'on est en train le colloque s'intéresse à la fabrique de l'éthique en situation, on voit bien qu'en France, les textes et l'encadrement et la réflexion autour du tri se sont fabriqués d'une autre manière, c'est-à-dire que l'accent est mis lui aussi toujours sur le travail éthique du tri et la nécessité de combiner et de hiérarchiser utilitarisme et égalitarisme, mais d'une autre manière. Par exemple, je commence par le texte du CCNE, enjeu éthique de la prise en charge de l'accès et de l'accès aux soins pour tous en situation de forte tension liée à la pandémie de Covid-19 de novembre 2020. On insiste sur la nécessité de trouver un équilibre, une pondération entre ces 2 logiques. Je cite le texte. La question éthique fondamentale est de conjuguer à la fois les principes de bienfaisance, de respect de la dignité et de l'autonomie de chaque personne, avec l'objectif de tout tenter pour sauver le plus de vies et n'abandonner aucune personne par une absence de soins. Donc, toute décision, je finis cette citation, toute décision de priorisation doit respecter les grands principes éthiques que sont la non-malfaisance, la non-discrimination, la non-hiérarchisation des vies, le respect des droits fondamentaux, l'autonomie, la dignité, l'équité, et une attention particulière aux plus vulnérables et aux inégalités sociales. Mais, toujours cette recherche d'équilibre, à côté de ces principes essentiels, la situation conduit à ériger en principe l'impératif de maximiser le nombre de vies sauvées, ce qui implique un souci d'efficience encore plus exigeant dans l'usage des ressources disponibles. Cette fabrique de l'éthique du tri et cette recherche d'un équilibre acceptable, on la retrouve aussi dans les recommandations en réanimation en France, celles qui ont été données à travers le texte confié à l'ARS Île-de-France en mars 2020. Tout en prenant acte de la situation de saturation, les auteurs refusaient une éthique d'exception et elles mettaient l'accent sur la nécessité de maintenir une éthique du soin individuel, c'est-à-dire fondée sur l'évaluation évolutive et collégiale de chaque patient. Donc, puisqu'on parle de fabrique, ces recommandations ont débouché, ont poursuivi en tout cas un objectif ambivalent, celui d'expliciter le tri tout en le tenant à distance, de l'encadrer tout en l'évitant. Et ça se lit donc dans le texte, que je ne vais pas trop... donc, le texte prend acte du caractère exceptionnel de la situation. Ensuite, les recommandations traduisent la primauté de l'exigence de justice en prescrivant de relier la prise en charge individuelle du patient avec la prise en compte de la situation collective. Donc, dans la même phrase, les médecins sont censés avoir une décision personnalisée pour chaque individu, mais en ayant à l'esprit, en fonction, je cite, en fonction des organisations sanitaires, des ressources matérielles, des ressources humaines et des retours d'expérience des personnels soignants engagés. Ces recommandations demandaient de prendre en compte l'âge, mais de manière non isolée, avec les comorbidités et avec l'état cognitif des patients, traduit par un score de fragilité. Ce qui, là, traduisait une priorisation des patients ayant le plus de chances de bénéficier des soins et de survivre, donc qui traduisait la nécessité
dû au contexte de saturation, d'opter pour une logique utilitariste, mais dans les mêmes recommandations, en mettant en avant le principe de non-malfaisance, le refus de l'obstination déraisonnable et le respect de la volonté des personnes. Et donc, débouchait sur la recommandation de prendre une décision personnalisée pour chaque patient en fonction de son état antérieur. Donc, en refusant le critère d'âge pris isolément, tout critère lié à l'utilité sociale, le respect de l'autonomie du patient, de sa volonté, l'éthique de l'accompagnement, et en particulier la prise en charge palliative et la présence des proches, et le maintien de la collégialité des décisions donc, qui doivent demeurer individualisées. Enfin, était recommandé de absolument prendre en compte les besoins de prise en charge des patients non atteints par la Covid-19. Donc, on voit bien ici, peut-être qu'on voit une tradition américaine qui met en avant l'utilitarisme et l'autre qui prend acte d'une situation de saturation, une situation de tension, qui prend acte d'un passage à une logique du tri, mais qui demande aux soignants et aux médecins le plus possible de tout mettre en œuvre pour maintenir une éthique du soin individuel. De ne pas se dédouaner des délibérations et des décisions individuelles, de maintenir l'approche au cas par cas et de préserver la collégialité. Donc cela s'est traduit par la mise en place ou l'activation des comités d'éthique hospitaliers existants ou de cellules d'aide à la décision médicale avec des modes de fonctionnement qui ont été très différents. Alors, pour ma troisième et dernière partie, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer ce qui reste encore à penser, à documenter, à faire connaître aussi à travers la formation et les débats sur le tri en dehors de ces situations de crise sanitaire. Le tri n'est pas seulement une pratique d'exception qui correspond à des situations extraordinaires, guerre, épidémie, catastrophes naturelles, ou dévolue à certaines spécialités comme l'urgence ou l'attribution d'organes pour la transplantation. C'est aussi une pratique ordinaire, consubstantielle à la médecine, car les ressources sont toujours limitées. Plus fondamentalement, nombre de décisions médicales, dans la mesure où elles donnent accès à un soin et à une ressource, constituent une sélection et de fait produisent des patients exclus. À chaque fois qu'on va inclure, à chaque fois qu'on va décider d'admettre, même si c'est invisible, même si le pendant de ce choix est invisible, c'est une exclusion dont on décide. Mais simplement, c'est un angle mort, c'est une chose à laquelle on ne pense pas quand on décide, par exemple, de l'admission d'un patient. On se focalise, parce que c'est l'éthique du soin, c'est la clinique qui est comme ça, sur le patient individuel et son dossier. Mais en fait, toute décision individuelle, en fait, a une signification pour la population des patients. Donc il est de la nature de la médecine d'inclure, mais aussi d'exclure. Ensuite, la pandémie de Covid-19, mais aussi les politiques publiques de santé, est peut-être un mouvement de fond de nos sociétés qui tendent à invisibiliser la maladie, à mal reconnaître socialement et économiquement le soin, et donc à créer de la désaffection pour les métiers du soin. Tout cela nous contraint à élargir le questionnement éthique sur le tri et à cesser de le réduire à un choix médical ultime entre deux individus dans un service donné. Certes, si la priorisation peut amener à des décisions cliniques qui concernent seulement des individus, tout cela, cette décision ultime, tout cela repose en amont sur des politiques de santé et d'organisation du système de soins qui dépassent l'échelle du service de l'État et de l'établissement et qui conduit à des inégalités entre des populations de patients. Alors, cela, le même texte que je citais du CCNE de novembre 2020 l'indiquait aussi.
le CCNE soulignait que la prise en charge et l'accès aux soins de l'ensemble des malades s'articulent dans un continuum de priorisation des patients et de rationnement des ressources qu'il faut regarder à l'échelle de l'ensemble du système de santé. Alors c'est ce continuum dont on avait commencé qu'on avait commencé à étudier et qui donc se déploie depuis les politiques de santé vers les services de santé dans divers lieux et où le tri n'est pas formalisé comme tel, ni au plan médical, ni au plan éthique. C'est ce continuum qu'il faudrait essayer maintenant d'investiguer. Alors en 2021, dans un ouvrage de commande et de synthèse, Jean-Paul Godillère, Caroline Isambert et Pierre-André Juvin, dans Pandémo politique, ont repris à leur compte cette hypothèse d'un continuum du tri et ils ont forgé la notion de triage systémique. Cette notion essaye de traduire le fait que la construction du système de santé conduit à défavoriser certaines populations et donc à des formes de triage de facto, c'est-à-dire des formes de triage impensées et en tout cas non interrogées selon les principes et les valeurs et les débats utilitarisme versus égalitarisme que j'ai indiqué plus tôt. Pandémo politique brosse un tableau panoramique de ce continuum du tri et découvre donc des relations entre les formes de triage clinique et un triage structurel qui fait fond sur les politiques de santé publique, sur l'hospitalocentrisme et l'affaiblissement de la médecine de ville, sur les politiques d'austérité et de New Public Management, le renforcement des inégalités sociales de santé, la culture de la biomédecine qui se focalise sur l'innovation technique ou moléculaire et pas sur l'amélioration d'autres services de soins, d'autres services de santé ou d'autres types de soins, et sur enfin la réduction de la santé publique à l'éducation thérapeutique, version comportementale, aux dépens d'interventions médico-sociales. Ce que éclairait Pandémo politique, c'est que certaines équipes sont contraintes, pour décider de l'admission de tel ou tel patient, de combiner de manière plus ou moins implicite et plus ou moins collégiale des critères médicaux relatifs au patient, son âge, sa pathologie, son pronostic, des critères sociaux relatifs au patient, ses ressources relationnelles, ses conditions d'existence, son environnement sanitaire, et des facteurs qui sont liés aux moyens et à l'organisation de l'hôpital. Alors, je vais vous donner 3 exemples de recherche brièvement. Je sais, 12, 36... Bon, c'est bon. Je vais vous donner 3 exemples de recherche en sciences sociales qui documentent ces pratiques ordinaires de tri. La première, c'est celle qui montre comment donc, les pratiques de tri en temps ordinaire reposent sur des mixtes de critères médicaux, mais aussi organisationnels et sociaux. Alors, la première, c'est le travail de sociologie de Nicolas Bellorget, par exemple, dans un article de 2021 qui s'appelle « Nouvelle gestion publique dans les hôpitaux, les raisons du tri ». Il restitue une étude qu'il a menée sur les durées de séjour et les critères d'admission en service de soins de suite et de réadaptation. Il a montré que la nouvelle politique de gestion publique à l'hôpital vise à réduire la durée moyenne de séjour et conduit à faire sortir les patients plus vite. Ça, c'est une chose que l'on sait. Mais aussi, c'est l'apport de son étude, cette même politique conduit de manière incidente à éviter d'admettre les patients qui sont issus des catégories socio-professionnelles les moins élevées, car leur DMS, leur durée moyenne de séjour, seront plus longues, car ils auront plus de difficultés, notamment financières, à trouver en aval une place en EHPAD. Le tri s'effectue donc en fonction des difficultés socio-économiques des familles pour organiser la sortie et financer en aval les places dans les EHPAD. Donc, Bellorget montre que réduire sa DMS, je le cite, c'est privilégier dans son recrutement des catégories socio-professionnelles supérieures au détriment des classes populaires et des familles nombreuses. L'incitation à réduire sa DMS est en pratique une incitation à transférer sur d'autres la charge des soins, à éviter les patients qui auraient pourtant le plus besoin d'une telle prise en charge.
Et réciproquement, avoir une DMS élevée, c'est avant tout rendre un service au public. Le deuxième exemple de recherche que je voudrais vous citer n'est pas encore paru. Il s'agit d'une thèse récente d'éthique sur la sélection des patients pour l'admission en soins palliatifs. L'auteur est Roger Tay. Il a mené une ethnographie de 2 services de soins palliatifs parisiens. Et il a montré que, évidemment, les ressources en termes de lits et de personnel et l'organisation du travail influent sur les admissions et influent sur la priorisation et donc la sélection des patients admis. Ce tri dépend donc de facteurs non médicaux et organisationnels, parmi lesquels je n'en citerai que 2, mais alors c'est toute une thèse, donc il y a beaucoup plus de facteurs qui sont étudiés. Le premier que je vais citer, c'est la pression opérée par la charge en soins. La charge concrète du travail de soins pour les équipes. La quantité de travail à faire, la fatigue morale et physique induite. La pression opérée par la charge en soins écarte dans la sélection les profils similaires aux patients déjà hospitalisés dans l'USP afin de panacher les patients entre des patients avec des profils plus aigus ou plus chroniques, des soins plus simples ou plus complexes et lourds. Donc là, il y a tout un travail d'admission de la part des équipes qui consiste à équilibrer cette charge en soins et donc qui fait quitter cette éthique clinique individuelle dont je parlais tout à l'heure, qui oblige à penser la salle ou le service comme une population, un ensemble, une collectivité qu'il faut gérer. Le deuxième facteur, la pression de rentabilité. Elle écarte plutôt les patients selon des critères qui leur sont inhérents. Donc là, c'est plus le service, ce sont les patients eux-mêmes. Ils ne doivent rester ni trop peu ni trop longtemps en raison du forfait lié à la durée moyenne de séjour, entre 4 et 11 jours. Les patients qui restent de longues semaines ou mois grèvent la DMS et représentent un coût que l'unité ne peut pas toujours amortir. Alors, cette recherche de rentabilité ne fait pas l'objet d'injonctions explicites ou en tout cas contraignantes de la part de la direction des établissements enquêtés, mais elle est intériorisée par les soignants, elle constitue une toile de fond de raisonnement économique et elle entraîne le risque d'une exclusion des patients en situation complexe au profit de patients au profil plus simple. Encore une fois, d'autres facteurs aussi entrent en jeu, notamment les facteurs de race, de religion. Un autre apport de cette thèse est de montrer que le tri effectué par les professionnels de santé est un travail en soi, quotidien, peu formalisé, invisible, qui n'a pas fait l'objet de formation et qui est pourtant le fondement du fonctionnement du service, son fonctionnement quotidien. Enfin, troisième exemple et dernier, certaines formes de triage reposent sur des représentations et des jugements des professionnels de santé, dont il faut rappeler qu'ils sont toujours pris dans un contexte de ressources limitées. Alors, ce type de les travaux sociologiques sur ces représentations et ces jugements, là, sont bien plus connus. Je pense à ceux de Daudier, de Nicolas Daudier, ou ceux de Karine Vassy. Par exemple, la définition donc, par les professionnels des urgences des patients dits non urgents, donc ici une priorisation. Cette définition des patients non urgents, elle s'effectue en partie sur le fondement de représentation ou de catégorie des patients en fonction de leur race perçue, en fonction de la mobilisation différenciée des patients. Donc ça, c'est Daudier et Camus qui l'ont montré. Ils ont montré qu'il y avait des valeurs mobilisatrices des patients qui sont différentes. Par exemple, des jugements moraux qui sont portés sur la nature jugée non médicale mais sociale de la demande, c'est-à-dire dans les verbatims, c'est ce qu'on voit, ce sont des cassos, ce sont les gens qui viennent à l'hôpital pour recevoir une assistance sociale qui ne correspond pas
la nature des urgences. Ou alors, ces jugements portent sur le prétendu consumérisme des patients. Et donc, il incomberait aux patients, avant de savoir aux urgences, en quelque sorte, d'avoir un savoir médical sur ce qui relève dans son état de l'urgence ou de la non-urgence. Donc, finalement, à quoi bon aller aux urgences ? Puisqu'on devrait, en tout cas, certains d'entre eux devraient le savoir eux-mêmes. À l'inverse, certains patients ont une valeur plus mobilisatrice en fonction de leur pathologie, la rareté de leur pathologie et l'intérêt intellectuel ou de formation qui est lié à cette pathologie. Enfin, Karine Vassy, la sociologue dont je parlais tout à l'heure, a montré que le micro-rationnement de soins aux urgences ne se fonde pas uniquement sur des appréciations cliniques, mais également sur des jugements portés selon des caractéristiques sociales et ou personnelles sur les patients. Donc, ce qu'elle appelle le micro-rationnement des soins, c'est le fait de rétrograder un patient dans l'ordre de passage ou d'accorder moins de temps de soins à un patient ou de moins aller rassurer le patient quand il attend et qu'il va demander pour combien de temps encore il y en a. Toute cette qualité du soin peut faire l'objet d'une variation et d'une priorisation en fonction donc de jugements portés sur les caractéristiques sociales ou personnelles des patients et aussi en fonction des interactions entre les soignants et les soignés, des interactions gestuelles qui ne sont pas nécessairement verbales, en fonction du vêtement, en fonction des problèmes éventuels de langue, de la capacité à exprimer son cas, etc. Donc ces critères de tri, qui sont des critères sociaux, s'articulent et potentialisent les facteurs organisationnels de tri, puisque pèse sur les urgences l'insuffisance de l'offre qui existe en amont, notamment en médecine de ville, et en aval, c'est la faible disponibilité de lits dans des services spécialisés, par exemple en réanimation, en SSR, je l'ai dit. Et puis cela a été montré il y a quelques années déjà aussi par Sophie Crozier, par exemple, concernant la réanimation neurovasculaire. Voilà, donc pour moi, pour conclure, un des enjeux du questionnement éthique inhérent au tri est de documenter ces pratiques de priorisation et de tri grâce à des enquêtes ethnographiques, justement en voyant comment les professionnels fabriquent leur éthique dans des situations données qui ne sont pas superposables les unes aux autres, de faire connaître aussi leur existence. Cela a été dit dans l'avis du CCNE de novembre 2020, d'essayer de faire en sorte que cette question ne soit plus justement ne soit plus abordée seulement comme le repoussoir ou la ligne rouge, mais comme une question démocratique, si possible en tout cas, au moins de former les professionnels à cette problématisation éthique et de faire en quelque sorte des choix plus éclairés, des choix sociaux plus éclairés sur le degré de rareté et les formes d'organisation que nos vies peuvent supporter ou non. Je vous remercie. Merci beaucoup, Céline, pour cette intervention. C'était passionnant. J'espère que ça vous a passionné aussi. Ce que j'ai apprécié notamment, c'est tu as mis en avant cette idée que le tri, c'est pas simplement une question de calcul dans un moment ultime où il faut choisir entre deux personnes, le jeune, le vieux, etc. Ce qu'on a l'habitude d'aborder quand on traite cette question-là, mais que c'est vraiment une question. Tu as nommé la notion de continuum de tri, donc. Voilà, c'est cette question que le tri est aussi en fait l'objet de dimensions systémiques, organisationnelles, sociales, d'une part, et tu finis par cette hypothèse qu'il y a un travail à faire sur finalement les critères de priorisation liés à nos représentations sociales, aussi au jeu d'acteurs au sein d'un service, à la question organisationnelle, mais au quotidien dans les collectifs. Et je crois que ça, il faut le documenter parce que c'est véritablement ici que se fabrique ce qu'on peut appeler l'éthique du tri, si on peut l'appeler ainsi, qui est malheureusement aujourd'hui trop invisibilisée parce qu'il y a une sorte de rejet, une sorte peut-être de tabou aussi sur cette idée du tri, qui est pourtant, en fait, comme tu le remarques et les travaux le montrent,
finalement omniprésente, si on veut bien la prendre, cette notion-là de tri, dans un sens large, c'est-à-dire dans un sens où nous sommes dans un système contraint, avec des contraintes budgétaires, des contraintes organisationnelles, des contraintes aussi d'organisation des équipes au quotidien. Et donc si on élargit le concept de tri, finalement, effectivement, il est l'objet de pratiques ordinaires invisibilisées et qui pourtant faut questionner parce que cumulées, en fait, elles aboutissent à des exclusions, elles aboutissent finalement à des choix qui sont peut-être pas conscients. Donc ça, voilà, c'est vraiment une belle ouverture à la thématique du colloque. Comment en fait se fabrique l'éthique du tri au quotidien en fonction des représentations sociales des acteurs en présence et des contraintes organisationnelles des institutions qui les hébergent, quoi. Voilà, donc je vais laisser peut-être la place aux témoignages et aux questions. Alors d'abord Clément. Merci Léo. Merci, je vais peut-être répéter juste un peu ce que dit Léo. C'était passionnant et c'est essentiel d'avoir une vision du tri dans ce cadre du continuum et pas seulement du point de vue des pratiques médicales et finalement d'une seule séquence du tri, et de le voir dans une perspective beaucoup plus complexe et beaucoup plus large et beaucoup plus systémique. Vous avez évoqué finalement des rapports de classe et de race aussi qui participaient de cette question de tri. Donc on voit aussi là, avec les travaux que vous avez mobilisés, que la question de l'intersectionnalité, elle est essentielle pour penser cette question du tri. Moi, c'est pas une question, c'est plutôt une remarque qui pourrait être un peu une remarque complémentaire sur finalement qu'est-ce que le tri fait dans les services où on voit des patients qui ont été récusés là pendant la crise, en l'occurrence, et comment ça demande aussi à ces services de s'adapter à des choses dont ils ont peu l'habitude. Donc évidemment, il y a la question de situation de fin de vie dans des services où on a peu l'habitude de mobiliser de telles pratiques et il y a peu de réflexivité sur les pratiques et sur les situations de fin de vie qui a mis beaucoup en difficulté les soignants aussi. Donc pour ces patients finalement qui étaient récusés de réa, qui n'avaient pas le droit à la réa. Là-dessus, il me semble aussi qu'il y a les équipes de soins palliatifs qui ont joué un rôle qui a été quand même assez visibilisé pendant la crise, il me semble. Pas du point de vue médiatique, mais du point de vue de l'espace de réflexion éthique, chercheurs, etc. Voilà, ils ont pris une nouvelle place un peu dans l'hôpital parce qu'ils ont été très sollicités et qu'ils ont apporté des nouvelles compétences, des nouveaux savoirs et de nouvelles réflexions éthiques dans les services qui avaient peu l'habitude d'engager ces discussions. Et pour donner un exemple, voilà, sur un service de maladies infectieuses que j'ai enquêté, quand on avait des récusés de réa, comment on procédait? On a acheté des Optiflow, donc c'est ces appareils là qui donnent de l'oxygène à haut débit, qu'on utilise d'ailleurs généralement en réa, ce qui a impliqué des nouveaux enjeux et des nouvelles problématiques de santé finalement, parce que c'est les dispositifs qu'on n'utilisait pas auparavant, donc il fallait apprendre à se servir, ce qui a engendré des problèmes sur leur utilisation, et c'est aussi les dispositifs qui nécessitent du personnel compétent, mais un certain nombre de personnel, parce que ça demande et des techniques, ça demande une surveillance continue par des machines et par du personnel en fait. Et donc sans cette surveillance, finalement, ça a mis en danger des patients, puisque il suffit qu'on s'arrache le masque, c'est quand même souvent des personnes âgées, agitées, pour qu'on arrive à un décès dans le service. Donc voilà, c'est pour mettre aussi un peu en lumière peut-être ce hors-champ du tri, qu'est-ce qui se passe dans un service, finalement, on a des patients récusés de la réanimation, et comment on essaye de s'adapter pour leur proposer... pour penser une éthique du soin, donc là on achète du matériel pour essayer de faire passer le cap, comme on dit, à ces patients et de mettre toutes les chances de leur côté, mais finalement avec ce revers de la médaille qui est aussi d'arriver des fois dans des situations d'acharnement, d'obstination déraisonnable ou dans des situations de mise en danger de patients avec du matériel dont on n'a pas l'habitude, etc. etc. Voilà, c'était juste pour faire une petite remarque complémentaire sur vos propos. Encore une fois, merci beaucoup. Oui, là, ce que vous décrivez, c'est moins une problématique de tri qu'une problématique de passage du traitement aux soins, enfin de garantie d'une continuité des soins malgré l'arrêt de certains traitements. Mais néanmoins, on le sait aujourd'hui, certains services de soins palliatifs, comme beaucoup de services hospitaliers, ont un quart ou la moitié de leurs lits qui sont fermés. Donc justement, on a la collégialité dont vous parlez, l'infusion de la réflexion éthique, notamment via les collègues de soins palliatifs, c'est sans doute un gain d'incident de la pandémie de Covid-19. Mais néanmoins, les conditions budgétaires et organisationnelles du tri en soins palliatifs, par exemple, sont encore renforcée en fait. Voilà. S'il y avait une autre vague, ou s'il y avait... Là, on serait dans
une situation encore pire en fait que celle dans laquelle on a été. Et du coup, comment pourrait-on garantir ces soins dont vous parlez ? Merci beaucoup Céline. Je me présente Sandrine de Montgolfier. J'ai fait partie d'une des commissions qui a travaillé sur un de ces textes pour aider les services de réanimation à réfléchir aux modalités du tri pendant les premières semaines de la pandémie. Et c'est vrai que je me disais juste en vous écoutant que finalement il y a eu cette réflexion donc au CCNE, là dans les cellules diverses dans le texte que vous avez cité. Et finalement, si ce continuum du tri, il existe, et nous le savons qu'il existe évidemment sur d'autres critères que sont celui par exemple des inégalités sociales de santé vis-à-vis de notre système de santé, il est donc urgent de créer ces mêmes lieux de réflexion éthique pour former, puisque là, je dirais que presque les professionnels se sont aussi autosaisis de cette question, où on saisit le CCNE pour réfléchir à ces questions-là. Or, vraisemblablement, malgré les cris d'alerte de Didier Fassin, les cris d'alerte de Karine Vassy, vous avez cité, ou d'autres, il n'y a pas d'autosaisissement de l'enjeu éthique, finalement, de repères qu'on devrait se donner dans ce triage quotidien qui se fait aux urgences, dans ce triage quotidien qui est inhérent au système, mais qui mériterait d'être documenté pour ne pas être aléatoire, se donner à chacun des moyens de pouvoir le penser et non pas de l'obstruer. Je pensais juste, pendant la crise Covid, on a dû reporter beaucoup d'opérations, comme vous l'avez cité, et après, ils ont dû créer un système de tri. Mais ils n'ont pas fait, ils se sont peut-être pas autant appuyés sur cette question de la collégialité, ils se sont peut-être pas autant appuyés sur une sorte de critérisation. On parlait dans l'urgence, il y a eu besoin de critères. Et moi, je m'interroge en fait sur les moyens d'accompagnement de ce système de santé sur ces enjeux-là. Comment faire les choses, commencer par la recherche, ouvrir peut-être la boîte noire, parce que comme l'a dit Léo, il s'agit d'un tabou, d'une question qui est souvent refermée en disant mais on sait faire en fait, on sait quel patient faire passer en premier parce qu'on connaît la pathologie, les traitements, les pronostics, etc. Mais souvent, des critères sont inaperçus. Et puis, ce ne sont jamais aussi les mêmes personnes. Selon les services, ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont décider. Donc, je pense que pour améliorer les choses, puisque c'était votre question, il faut d'abord les documenter par la recherche. Et pour cela, c'est vrai qu'il faut avoir l'aide des services eux-mêmes qui, comme vous l'avez tous fait ici, les uns et les autres, ouvrent les dossiers et laissent observer les staffs. Et puis ensuite, essayer de changer les choses. Moi, je pense qu'un levier, bien sûr, c'est la formation. Et encore une fois, je voudrais juste ajouter quelque chose, ça pourrait... à la fin, j'ai fini sur la question des discriminations, en fait. Et on pourrait dire que la question des discriminations est une question en soi et qui n'est pas celle du tri, en fait. C'est deux choses différentes. Pourquoi finalement renommer tri ce qu'étaient les discriminations ? C'est pas, je me rends compte que ça peut être perçu comme ça et c'est pas ce que j'ai voulu faire. Les discriminations sont un des facteurs d'un tri beaucoup plus large. Et pourquoi j'utilise aussi le terme de tri ? C'est parce que le tri en situation de catastrophe, d'urgence, a une visée éthique en fait. Il a une visée de rationalité. Et donc il a justement cette visée de ne pas refermer la boîte sur tout un tas de critères qui sont non médicaux et dont j'ai cité certains. Donc avancer l'idée qu'il faut penser le tri, et non pas seulement les discriminations, c'est justement essayer d'avoir ce portrait large de la sélection, large et rationnel en fait. Merci beaucoup. Moi, je voulais rebondir sur le fait que vous avez beaucoup dit le mot implicite ou de facto. C'est vrai qu'en fait, et comme on parle de fabriquer l'éthique, c'est peut-être justement ce qu'on dit là, c'est-à-dire de passer de l'implicite à l'explicite qui est fabriquer l'éthique. Et je trouve ça intéressant l'idée
d'essayer d'expliciter le triage du quotidien, parce qu'on dit qu'on le fait, mais après on a du mal à expliquer vraiment ce qu'on fait. Donc ça, je trouve ça très, très intéressant, donc merci. Après, moi, la question que je voulais poser, c'est que quand on a posé la question beaucoup centrée sur la réanimation et le dernier respirateur, etc., ça a fait un effet très peur. Et là, une fois qu'on s'est autorisé à penser cette question, on est resté sur des règles très générales dans les textes qui ont été publiés. Et on nous a reproché de ne pas être assez opérationnel. Donc je vois déjà votre avis aussi sur le caractère opérationnel sur le terrain de ces réflexions. C'était ma première question. Et la deuxième, c'est que moi, l'impression que j'ai eue à la deuxième et troisième vague, c'est qu'on a compris qu'en fait, c'était plein d'autres priorisations que celle de la réanimation. Et là, finalement, c'est encore plus compliqué, puisque c'était le choix entre mettre des moyens dans un hôpital pédiatrique pour le cancer, ou dans l'hôpital d'à côté pour les greffes, ou dans le troisième hôpital pour la réanimation. Et donc ça, c'est une éthique peut-être de l'organisation des soins. Et qui sait faire ça aujourd'hui? Qui sait penser ces questions? Qui pourrait nous former là-dessus? Parce que c'est pas pareil d'aller faire de l'éthique du tri sur des dossiers médicaux singuliers que d'aller faire de l'éthique du tri dans les cellules de direction des hôpitaux où on décide où on met les infirmières, où on met les moyens financiers. Et là, je trouve qu'on est encore plus dépourvu à ce niveau-là de décision. En ce qui concerne votre remarque sur le caractère non opérationnel des textes qui avaient été produits, c'est plutôt vous qui en êtes juge plutôt que moi. Mais ce que je pense, c'est que ce qui a été recherché en fait par les textes, par exemple en réanimation, et à juste titre en fait, c'est justement cette insistance sur l'évaluation individualisée, évolutive, collégiale de chaque patient. Je crois que ce qui a été réaffirmé, c'est le fait de ne pas vouloir appliquer des recommandations générales, de ne pas vouloir appliquer le critère d'âge, par exemple, et donc de mettre en responsabilité les soignants pour qu'ils renouvellent en fait leur engagement dans un soin individualisé. Et je pense que c'était pas. Maintenant, au début, quand j'ai lu ces textes, je les trouvais justement généraux et, comme je vous l'ai dit, très ambivalents. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté, il faut tenir compte de la saturation, mais de l'autre côté, il faut continuer l'éthique du soin individualisé. Moi aussi, en refermant ces textes, je me suis dit, mais comment ils vont faire en fait? Parce qu'on leur dit, continuez de faire ce qu'il faut faire selon les meilleurs critères dans une situation qui est catastrophique. Mais je crois que c'était une manière justement de mettre à distance le modèle américain que j'ai cité tout à l'heure, puisque dans ce même article, il était indiqué que, par exemple, si un patient, ils allaient au bout justement de l'opérationnalité, c'est-à-dire de l'application de recommandations générales utilitaristes. Et donc cet article indiquait que si un patient était en réanimation, intubé, etc., et que ses chances de survivre ou de s'améliorer étaient très petites, et qu'un autre patient arrivait avec de meilleures chances, alors, si on suivait les recommandations, il était possible de débrancher le premier. Et donc, je me dis maintenant avec le recul que ces textes-là visaient vraiment à s'opposer en fait et à refuser un tel modèle. Maintenant, je les interprète comme ça. Et du coup, j'ai oublié la deuxième question, mais c'est pas très grave. Si vous me dites un mot-clé. C'était sur l'éthique de l'organisation des soins. En fait, ce que j'ai pu, la seule réponse que je peux vous faire, c'est celle que j'ai pu, mais d'autres seront plus qualifiés que moi pour le faire. La thèse de Roger Tay, que j'ai dirigée sur la section des patients à l'admission en unité de soins palliatifs. C'est une thèse où il a essayé de regarder comment, depuis la constitution même de la spécialité soins palliatifs, la formation, les politiques d'ARS, qui décident d'ouvrir ou non des services, ensuite les fonctionnements internes des services, les interactions entre les soignants, tout ça, il s'est aperçu que
les soignants en soins palliatifs n'avaient aucune idée des autres strates décisionnelles, qu'elles soient législatives, réglementaires, politiques, qui amènent, dont procède en fait le fonctionnement de leur discipline, quoi. Donc ça, c'est aussi, je pense, dans la formation qu'il faut donner des clés sur pourquoi une discipline elle est faite comme ça, pourquoi, par exemple, il est historique en soins palliatifs que les relations soient extrêmement étroites avec l'oncologie, évidemment, à cause de l'histoire des soins palliatifs, et du coup, le profil de patients admis sera plus facilement les patients atteints de cancer. Bon, il y a d'autres critères, encore une fois, il y a toujours plein de critères. Mais le fait d'avoir en tête cette histoire même de la discipline palliative permet de comprendre les admissions. Merci beaucoup Céline. C'est vrai que surtout la fin de l'exposé était très très éclairant sur une voie finalement pour avancer sur cette question dans les études que tu as citées. Mais je me disais que le problème était peut-être encore plus grave parce que non seulement il y a une continuité de tri, on peut dire, mais il y a aussi une continuité médicale, non médicale qui est difficilement identifiable, parce que par exemple l'exemple typique de la rééducation pour le patient qui est en difficulté psychosociale, c'est une vraie question de se dire est-ce que c'est médical pour dire il ne pourra pas finalement compléter sa rééducation convenablement, donc peut-être ça va lui faire plus de mal que de bien. Il y a un côté médical, mais qui s'appuie sur quelque chose qui, lui, n'est pas médical. Mais finalement, si on considère le bien-être du patient en tant que tel, il y a les deux dimensions qui sont inextricables. Et donc, il n'est pas facile non plus de mettre d'un côté les déterminants sociaux ou psychosociaux et de l'autre côté, la bonne décision médicale. Donc, je pense qu'il y a une continuité encore plus dure, quelque part, et du coup, des recommandations sont encore plus... On ne peut pas les séparer, quoi. C'est ça que je veux dire, en tout cas dans ce cas-là. Merci de cette remarque. En tout cas, ce qui me passionne dans cette question du tri, c'est évidemment de voir combien la médecine n'est pas une science, quoi. Et combien, en fait, des logiques très situées, effectivement, en fonction des relations entre un service adresseur et un service qui admet, en fonction de l'heure à laquelle un fax de demande d'admission aux soins palliatifs arrive et de qui réceptionne le fax, quelque chose de l'inclusion, de l'exclusion de patients se joue. En fond, c'est vertigineux. Ce que je veux dire, c'est bien sûr, mais ces êtres humains, ils sont pris dans des contextes et des logiques qui sont... qui ne sont pas nécessairement, qui ne rendent pas possible le meilleur soin selon la façon dont on l'enseigne à la faculté de médecine, en fait. Merci beaucoup pour votre exposé, c'était magnifique, c'est hyper intéressant. La gravité de cette discussion-là ne peut absolument pas être minimisée, je pense que tout le monde est conscient de ça. C'est fantastique de voir qu'il y a quand même une littérature là, que vous mobilisez. Ça soulève bien sûr, vous le savez comme moi sans doute, la question du pluralisme également, c'est-à-dire que par exemple, un exemple parmi tant d'autres, quand on parle d'utilitarisme, de quel utilitarisme on parle? Et même chose pour égalitarisme. Ça a l'air d'aller de soi, mais on sait bien comme philosophe que c'est pas évident du tout. Il y a combien de versions différentes de ça? Alors, est-ce qu'on commence à avoir un débat là-dessus sur les différentes façons de comprendre à l'intérieur même du système biomédical, quand on parle d'utilitarisme, on veut dire quoi? Est-ce que tout le monde s'entend aussi clairement là-dessus? Ou si on est encore un peu dans un débat, puis dans une exploration, puis en train d'essayer de placer les trucs? C'est une question parmi tant d'autres. Merci. En tout cas, c'est pas ce par quoi j'ai attrapé, vous l'avez vu, la question. Et ça manque sans doute. Et à ma connaissance, en France, mais Martha pourra mieux répondre que moi,
il n'y a pas justement de travaux qui mobilisent sur les différentes interprétations ou utilitarisme, égalitarisme. Moi, toutes mes sources là sont anglo-saxonnes, que ce soit dans la littérature éthique, enfin je pense à un ouvrage là-dessus qui est un peu canonique de Winslow, Triage and Justice, et dans la littérature éthique médicale, mais en France, non. Tu confirmes? Bon, bah. Si Donc, Martha confirme, je peux respirer. Ça rend d'autant plus importantes les réflexions que l'on a là et que tu mènes du coup sur ces questions. Merci beaucoup encore Céline, on peut te remercier encore. Et je vais...